Oui, je vais essayer de mon mieux de parler des secteurs énergie et assainissement en Afrique subsaharienne. À noter que l'Afrique subsaharienne est une grande région. Ça rassemble à 49 pays. Bon, selon les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, ils disent que c'est 46, parce que là, ils ne mettent pas le Soudan, le Djibouti et la Somalie. Mais dans la présentation là, on va essayer de faire le mieux d'inclure aussi le Soudan et le Djibouti, qui sont deux pays bien suivis par notre bureau en Éthiopie. Donc là, nous avons quelques chiffres juste pour la partie énergétique. Je vais commencer d'abord par la partie énergie et puis je vais terminer par la partie eau et assainissement. Donc là, il y a une carte d'Afrique et ce que vous voyez là comme les pays en jaune, c'est la zone Afrique subsaharienne. Et dans cette zone-là, on parle d'accès d'électricité de 43% d'accès d'électricité. Ça, c'est au-dessus de 50%. Je pense que la moyenne mondiale, c'est plus de 80%. Et on voit qu'il y a une très grande population qui n'a pas accès à l'électricité. On parle de 650 millions de populations sans accès à l'électricité. Et l'Afrique étant un continent très rural, la majorité de ses habitants, ça c'est 80%, qui n'ont pas d'accès, habitent dans ces zones-là. Il y a 25% de taux d'accès à l'électricité dans les zones rurales. Et finalement, là, on voit aussi qu'il y a des problèmes de raccordement parce qu'il n'y a que 57% des ménages il y a 57% des ménages qui sont raccordés vivant à proximité du réseau électrique. Donc, quand on parle du réseau électrique, vivant à proximité du réseau électrique, on parle d'un rayon de 30 mètres au poteau la plus proche. Donc, avec tous ces chiffres-là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les PME et pour les grandes entreprises aussi, d'investissement, notamment dans la production, la transmission et la distribution. Prochaine slide. Oui, donc pourquoi prospecter les marchés énergétiques de l'Afrique subsaharienne? Il y a l'engagement des bailleurs de fonds et les agences bilatérales. Par exemple, quand on parle de l'AFD, la présence AFD, ça aide beaucoup, notamment en Afrique, parce que l'AFD est le premier bailleur du secteur énergétique et secteur eau et assainissement en Afrique. Je parle de bailleurs de fonds bilatéral. Par exemple, il y a certains pays où on trouve que l'AFD a beaucoup financé le secteur énergétique, par exemple au Kenya, qui est le premier pays récipiendaire de l'aide de l'AFD en Afrique. Et il y a 3 ans, à un moment donné, ils étaient le premier pays récipiendaire au monde. Ils avaient dévancé le Brésil et le Maroc. Il y a aussi la Banque africaine de développement, qui est un bailleur très intéressant. Business France et la Banque africaine de développement travaillent ensemble et travaillent étroitement parce qu'il y a le dispositif Banque africaine de développement via un agent de liaison basé à Abidjan. Donc, cet agent de liaison, en fait, lui, il aide les entreprises pour optimiser les approches des projets financés par la Banque africaine de développement. Et ce qui est prérequis, en fait, c'est juste avoir identifié une zone ou un pays sur lequel vous envisagez de vous développer et sur lequel la Banque africaine de développement est active. Donc, c'est possible de travailler avec la Banque africaine de développement, l'AFD, mais il y a aussi d'autres bailleurs européens qui sont là, comme la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale aussi qui est là. Les zones régionaux aussi ont leur banque, par exemple, le Development Bank of Southern Africa, ça c'est la banque de développement des pays de l'Afrique australe. Et aussi, il y a les banques de développement pour les pays de l'Afrique centrale, qui est le BDEAC. J'ai mis aussi la Direction générale du Trésor, parce que la Direction générale du Trésor, ils ont des financements, des instruments de financement qui sont très intéressants, notamment pour les PME. Et là, je parle du FASEP. Donc, il y a 2 types de FASEP. Il y a le finance pour vos études techniques, et puis il y a le FASEP Innovation Verte, qui peut vous permettre de montrer ou de bien mettre en place
un démonstrateur de technologies vertes et innovantes. Donc, pour les projets énergétiques, il faut se rapprocher du Trésor aussi, qui peut vous aider. Et après, on verra peut-être un exemple d'entreprise qui a bénéficié du FASEB. Effectivement, tu mentionnes l'exemple. Juste pour dire, ne passe pas trop de temps sur cette slide parce que dans la deuxième semaine Afrique Export qui viendra, il y aura un focus spécial sur les bailleurs de fonds. Ah, OK. Voilà. D'accord. Mais merci d'avoir rappelé l'implication de tous ces bailleurs. C'est extrêmement important. Oui, et nous avons une journée également le 6 mai consacrée aux bailleurs de fonds et aux appels d'offres. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Du coup, je te laisse avancer sur le reste. OK. D'accord. Donc, il y a le potentiel de développement des ONR. Oui, je pense que j'ai écrit en anglais un peu, développement. C'est pas grave. Il y a 90%, quand on parle du potentiel hydroélectrique, on parle de 90% du potentiel économiquement viable. Donc, le potentiel hydroélectrique en Afrique, c'est 350 gigawatts et pourrait générer près de 1200 TWh par an. Et ça, c'est 3 fois le niveau de consommation actuel en Afrique subsaharienne. Quand on parle aussi de l'hydroélectricité, il y a le bassin du Congo qui représente 40% des potentiels total. Et les pays du bassin du Congo, ça c'est la République du Congo, la RDC et le Cameroun. En Éthiopie aussi, nous avons le bassin du Nil qui offre des opportunités importantes et notamment de développement de barrages, avec le développement de barrages de renaissance qui a une capacité de 6 gigawatts. En Afrique australe, il y a l'Angola avec le fleuve Kunene. Afrique du Sud, il y a le Limpopo. Afrique de l'Ouest, il y a le Guinée, le fleuve de Niger et le Sénégal. Mais aussi, il y a beaucoup de potentiel pour les petites entreprises et PME qui font les mini-hydro. Il y a du potentiel estimé à 12 gigas qui peuvent être développés dans les pays comme le Mozambique, le Kenya, le Ghana, le Cameroun, l'Éthiopie et le Nigeria. Après, là, on voit qu'il y a le potentiel solaire qui est très élevé aussi. Ça, c'est 10 000 gigas ou 10 terawatts, si vous voulez. Et ils sont bon, pour l'instant, le pays qui est leader du solaire en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Mais aussi, il y a beaucoup d'opportunités. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a le Ghana qui est déjà un marché établi et le Nigeria qui est aussi très intéressant. En Afrique de l'Est, le Kenya est assez avancé dans le domaine des microgrids et des systèmes solaires autonomes. Et aussi, il y a la Tanzanie et l'Ouganda qui offrent des opportunités similaires. On voit aussi, là, il y a 1300 MW de potentiel éolien, 1,3 giga. Et quand on parle d'éolien, c'est l'Afrique de l'Est où se trouvent des grands projets. Mais très récemment, on a vu qu'en Afrique de l'Ouest aussi, au Sénégal, il y a le parc éolien de Taïba-Ndiaye qui fournit 158,7 MW et emploie plus de 200 millions de personnes. Le plus grand investissement au Kenya, investissement privé au Kenya, c'était dans le secteur éolien aussi. Et ça, c'était le parc éolien du lac Turkana qui produit 310 MW. Et aussi, en Éthiopie, on voit qu'il y a le parc d'Achegoda qui produit 120 MW. Et pour l'Éthiopie, c'est Vernier qui a fourni les éoliens. La géothermie, c'est très intéressant aussi. Il y a une potentiel géothermique de 10 gigawatts au Vallée du Rift. Il y a certains qui disent que c'est 15 gigawatts, mais les pays concernés, c'est le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Tanzanie. Mais il y a d'autres pays qui explorent. Ça, c'est la Zambie, l'Érythrée et le Rwanda aussi. Et le Kenya est le leader d'Afrique avec 745 mégawatts. Et c'est le 7e devant le Japon et l'Islande. Et en ce moment, il y a un projet de 86,1 mégawatts qui va faire le Kenya devancer l'Italie pour devenir le 6e. Donc, il y a aussi des plans de développement nationaux favorisant le développement du secteur des énergies et ONR. Par exemple, en Afrique du Sud, on parle de plus 26 gigawatts entre 2018 et 2030. En Éthiopie, ils disent que d'ici 2037, ils doivent avoir une capacité de 37 gigawatts. Et ça, c'est possible vu les projets
qui sont en train d'exécuter, d'exploiter, notamment sur le secteur hydroélectrique. Au Maurice, j'ai mis Maurice parce que aussi il y a la région océan Indien qui offre des opportunités. Et là, on voit qu'il y a plus de 25% d'ONR d'ici 2025. En Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire qui a une ambition d'avoir plus 25 mégawatts par an. Et au Kenya, on parle de plus 4 gigawatts entre 2018 et 2024. Bien sûr, pour la majorité de ces ambitions-là, ils sont des projets, ils sont des ambitions pharaoniques, mais ça aide en fait les pays d'augmenter le réseau national. Par exemple, ici au Kenya, entre 2013 et aujourd'hui, on a pu doubler le nombre de personnes qui sont raccordées au réseau national. Prochaine slide. Oui, merci Robert. Je passe. Donc, on va faire juste un regard par région. Je ne peux pas faire tous les pays parce que c'est beaucoup de pays. On va juste parler de quelques pays de zone. On va commencer par l'Afrique de l'Est. C'est pour illustrer les projets, pour savoir ce qui est en train de se passer. Exact. Donc, comme j'avais mentionné, le Kenya est le premier pays récipiendaire de l'aide de l'AFD en Afrique et le secteur de l'énergie est le premier portefeuille de l'AFD au monde. Donc, le Kenya reste un pays incontournable chez les bailleurs de fonds dans le secteur énergétique. J'ai mentionné aussi le plus grand parc éolien d'Afrique avec 310 mégawatts. Et je mentionne aussi que le premier producteur africain d'énergie géothermique au Vallée du Rift. Le taux d'électrification parmi les plus élevés en Afrique. Bien sûr, on n'est pas encore arrivé au niveau de l'Afrique du Sud de 91,5%, mais on a pu doubler de 40%. Maintenant, on est à 80% en moins de 5 ans. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant à regarder. Pourquoi je parle de ces projets phares? Parce qu'il y a des projets liés à ça, et notamment, par exemple, là, nous avons le projet de Last Mile Connectivity. Ça, c'est un projet de raccordement qui est financé par la Banque mondiale et l'AFD et d'autres bailleurs aussi. Et ça, c'est l'extension du réseau de distribution d'électricité afin que celle-ci soit à la portée de la population. Cela permettra à davantage de Kenyans d'être raccordés au réseau à un coût abordable. Parce qu'on a vu avant, les prix de raccordement en Afrique sont très élevés. Après, là, il y a une... Bon. Ah, vas-y. Ouais. Donc, je vais juste parler des solutions innovantes pour l'électrification des zones défavorisées. Il y a l'ancien président américain, en fait, qui est en train de regarder un projet qui s'appelle M-KOPA. Et ça, c'est une solution de paiement par téléphonie mobile qui est notamment très bien utilisée pour des zones rurales et défavorisées. Et puis aussi, il y a le développement des réseaux, des mini-réseaux publics hybrides, hybridation et tout. Pour l'Éthiopie, ils sont en train de faire le plus grand barrage hydraulique d'Afrique. C'est vrai que pour l'instant, il y a des tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie, mais c'est des tensions diplomatiques. Mais le projet est si avancé, je pense que ça va continuer, ça va bien démarrer. Les grands projets comme ça, en fait, il y a d'autres projets, par exemple, de transmission qui sont liés à ça. Et il y a aussi d'autres fournisseurs qui peuvent venir, notamment pour des projets d'hybridation pour les zones rurales et tout. L'objectif de... Vas-y. Pardon? OK. L'objectif est de rajouter 3 gigawatts à travers les producteurs indépendants d'électricité, les IPP. Et puis aussi, j'ai mis là le deuxième plus grand parc éolien d'Afrique à 120 mégawatts, le parc d'Achegoda, et c'est aussi financé, ça a été financé une partie par l'AFD. OK. Ouais. Je te laisse continuer, il faut juste qu'on avance pour respecter le timing. OK. À Côte d'Ivoire,
Bon, donc la Côte d'Ivoire, il y a les objectifs qui respectent l'accord de la COP 21, qui est le maximum de 60% d'électricité doivent être d'une seule origine. Et là, si par exemple, il y a du potentiel solaire, il y a du potentiel aussi hydroélectrique. Et aussi, il y a plein d'actions nationales des énergies renouvelables sous financement à l'Union européenne, la Banque africaine de développement et l'AFD. C'est toujours les bailleurs de fonds en fait qui sont les, les, à la tête de tous ces projets. On a au Sénégal le deuxième plus grand parc d'Afrique, le parc éolien de Taïba Ndiaye, a été inauguré. Mais aussi, il y a des opportunités côté transmission. Il y a un fort engagement de Sénélec, qui est la Société nationale d'électricité de Sénégal, pour réhabiliter et développer le réseau de transport. Bon, je vais aller vite fait sur l'Afrique du Sud. L'électrification du pays est très élevée, mais les zones rurales, il y a des zones rurales qui sont non raccordées au réseau et constituent un potentiel au réseau non négligeable. Je pense que les mines aussi, ils sont dans cette catégorie. Après, il y a ce qu'on appelle le REIPPP. En fait, ça, c'est Renewable Energy IPP Procurement Program. Ça, c'est un programme qui vise à mettre en avant les producteurs d'énergie indépendants. Et là, on parle de 6,3 gigas. Angola, capacité, il y a beaucoup d'opportunités concernant l'hydroélectricité, les centrales thermiques aussi qui fonctionnent au gaz naturel. Et là, on parle d'un objectif de plus à 37 gigawatts de capacité installée, mais il y a aussi des projets interconnexion des réseaux angolais et namibiens, par exemple, via la centrale hydroélectricité de Baïna. Voilà. Merci Robert. Peut-être pour résumer en quelques mots, hein, donc vous avez vu des gros besoins au niveau de l'Afrique en termes de production, transport, distribution, avec une volonté des autorités de développer le mix énergétique. Donc il y a toujours du potentiel sur, disons, l'énergie un peu traditionnelle, centrale thermique, avec beaucoup plus du recours au gaz quand il y en a dans les pays ou dans la région, pour avoir des centrales combinées. Beaucoup de développement dans les énergies renouvelables, vous l'avez vu, qui viennent s'ajouter. En hydro sur les grands barrages, en mini-hydro également, et de plus en plus sur l'éolien et le solaire, qui viennent soit se raccorder au réseau, soit qui sont développés sur des formats mini-grid ou des formats un peu plus isolés pour aller là où il n'y a pas le réseau forcément, mais pour venir servir les zones un peu plus reculées, quoi. Forte action des bailleurs de fonds qui aident notamment les pays à structurer aussi au niveau du cadre légal tout ce qui va être tarif de rachat et qui vont permettre aux investisseurs privés, des producteurs indépendants d'énergie, comme on les appelle, qui vont pouvoir venir investir et développer. Et donc ça, c'est effectivement très important, l'action des bailleurs qui accompagnent les autorités de ces pays-là. Voilà. Donc énormément de besoins, énormément de projets qui sont en train de se développer, de se structurer au niveau du sous-continent. Et donc c'est effectivement beaucoup de choses à faire. Même constat, j'imagine, Robert, dans l'eau et l'assainissement, c'est-à-dire que tu vas nous présenter les chiffres, mais énormément de besoins avec les mêmes problématiques, hein, c'est les raccordements, l'accès à l'eau et le traitement des eaux usées. Je te laisse continuer. OK, merci. Donc, j'ai utilisé la même carte juste pour vous rappeler voilà, les pays de l'Afrique subsaharienne. Pénurie d'eau, en Afrique subsaharienne, il y a 319 millions de personnes privées d'eau potable. Et puis, il y a côté installation sanitaire et assainissement, on voit qu'il y a un problème aussi parce qu'il n'y a que 28% de la population qui ont accès à des installations sanitaires de base. Je donne un chiffre d'un pays, ce n'est pas général, c'est juste pour vous montrer qu'un grand pays comme le Nigeria, qui est le premier économie, il a sa population, 80% de sa population n'a pas accès à l'eau potable. Donc là, il y a beaucoup d'opportunités à développer. Et un pays comme l'Angola qui a un plan d'investissement à des milliards pour le secteur eau d'ici 2040.
Prochaine slide. C'est les mêmes raisons pourquoi prospecter. Et je sais que vous allez parler de bailleurs de fonds. Il y a l'AFD, la Banque africaine, la Banque mondiale, mais aussi il y a les agences onusiennes, il y a ONU Habitat, il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement aussi qui sont engagés dans les projets eau et assainissement en Afrique subsaharienne. Voilà, prochaine slide. Bon, donc là, c'est une région en stress hydrique. Il y a trois grandes raisons. Pourquoi? Il y a un climat semi-aride et aride. Il y a l'impact du changement climatique aussi, qui a beaucoup affecté le secteur et assainissement. Mais il y a aussi l'enjeu sanitaire, économique et politique qui a créé la pénurie d'eau. Économique, par exemple, ici, dans beaucoup de pays, on fait quand il s'agit de distribution d'eau, on fait la distribution presque gratuite. Et dans ce cas-là, on ne peut pas réinvestir l'argent dans le développement de l'infrastructure. Après, il y a la pression démographique qui est très forte. L'urbanisation est très importante et aussi la croissance démographique. La majorité de la population il fait la migration vers les villes. Donc là, j'ai juste fait un petit, j'ai synthétisé un peu là où se trouvent les secteurs. Donc, il y a l'ingénierie, les bureaux d'études et la génie civile. Par exemple, les entreprises françaises sont très fortes ici. Il y a la présence de Sureka, par exemple, Veolia. Il y a aussi Sogea Satom qui font des gros projets en Afrique. Et il y a une bonne image des entreprises françaises en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui disent que voilà, il y a la présence chinoise, mais quand il s'agit des secteurs énergie et secteur eau et assainissement, la France a une très bonne image parce qu'ils font de bonne qualité et ici on respecte la qualité malgré ce qu'on pensait avant. Les Chinois, bon, ils sont très forts au secteur routier, mais quand il s'agit de l'eau et assainissement, c'est les Français, les Allemands et les Européens. Donc, opportunité de surveillance des fuites, la mise en place des compteurs de télégestion, il y a Non-Revenue Water. Par exemple, ici au Kenya, il y a l'entreprise CityTaps qui travaille avec un régie d'eau sur la côte pour ce problème de Non-Revenue Water. Ça, c'est la perte d'eau. C'est la perte d'eau, en fait, c'est la gestion de la perte d'eau du réseau ou des régies, en fait. Il y a le captage, l'adduction et le pompage, sectorisation des réseaux d'eau, les traitements des boues et la filtration aussi, c'est une opportunité, et la distribution et la canalisation aussi. Donc, en Afrique de l'Est, là, j'ai fait le programme du lac Victoria Watson. Et ça, en fait, c'est un projet qui vise à améliorer et étendre le réseau et l'infrastructure pour l'eau potable et son assainissement dans les villes autour du lac Victoria, qui est partagé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc, les villes autour, on voit tout à l'est, là, il y a la ville de Kisumu au Kenya. Et ça, c'est une population de 800 000 personnes. En Ouganda, il y a deux villes, ça c'est Kampala et Jinja. Kampala, c'est la capitale ougandaise. Et en Tanzanie, il y a la ville de Bukoba, Mwanza et Musoma. Donc, ce sont des projets qui sont bien financés par l'AFD. Il y a d'autres bailleurs, la Banque africaine et voilà. Donc, et JICA et Danida et tout. Donc, les projets en cours, bon, il y a le projet de prêt de trésor qui sont financés par le prêt de trésor. Il y a des projets financés par le FASEP et l'AFD. Donc, par exemple, le projet pour l'élimination des arriérés et réduction des pertes d'eau en Malindi, ça c'est un financement FASEP et ça c'est fait par CityTaps, une entreprise française. En Ouganda, il y a aussi deux projets FASEP, suivi quantitatif résonant de surface par altimétrie spatiale. Au Rwanda, il y aura un lancement d'appel d'expression d'intérêt dans les prochains jours pour un projet de conception détaillée du système d'assainissement de gestion d'eau pluviale à Kigali.
Voilà. Donc, la majorité, j'ai mis le projet FASEP et AFD parce que ce sont les premiers bailleurs et ça sera bien si vous rapprochez auprès de ces bailleurs pour réussir dans nos pays. En Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, il y a des projets d'évacuation des eaux usées et ça, c'est pour la ville d'Abidjan. Et ce projet-là, c'est financé à hauteur de 800 millions d'euros. Au Cameroun, il y a aussi des projets d'alimentation, d'assainissement au milieu rural. Et au Sénégal aussi, il y a les projets de dessalement d'eau de mer en Mamelle qui coûtera 200 millions d'euros. Et ça, c'est l'Agence de développement japonaise. Je vous prie après peut-être de voir avec les différents bureaux qui peuvent vous donner plus d'informations sur tous ces projets. Oui, complètement. Oui. Opportunité en cours en Afrique du Sud, j'ai juste mis un projet de 50 millions d'euros de Johannesburg Water et c'est pour le township de Soweto. Il y a des projets en Angola. Si on regarde les montants, c'est 436 millions d'euros en 2019 et aussi en Malawi. C'est un projet qui, bon, c'est achevé, mais c'était un projet très intéressant financé par la BAD. Les pays enclavés comme le Malawi ont beaucoup de problèmes aussi d'eau et assainissement. Et je pense que c'est des pays qu'il faut regarder aussi. Très bien. Ouais, voilà. Donc, comment se positionner? Il faut identifier un partenaire local. Parce que pour certains endroits, pour rapprocher certains ministères ou certains régies d'eau, il faut quelqu'un qui est très bien introduite, très bien introduite, mais aussi quelqu'un en fait qui a la technologie ou qui connaît le secteur très bien. Il faut être accompagné et conseillé lors d'une première prospection pour maximiser vos chances de réussir. Et ça, c'est Business France. Nous, on peut faire ça. On a l'habitude. Il faut mettre en avant vos réussites et vos références en Afrique. La majorité des interlocuteurs en Afrique qui vont demander dans quel pays vous avez travaillé en Afrique, par exemple. Et ça, c'est toujours un avantage. C'est à mettre en avant et c'est rassurant. Oui, exact. Pour montrer que vous comprenez la culture du travail et la culture du commerce aussi. Et puis, il faut revenir rapidement dans le cadre d'un suivi de prospection. Après avoir venu en Afrique, on oublie vite si on ne relance pas les interlocuteurs. Donc, les interlocuteurs peuvent oublier et il faut faire un suivi de prospection vite fait. Business France aussi a des solutions. Il faut être en mesure d'apporter une solution de financement sur certains projets ou certains secteurs d'activité. D'où les raisons pourquoi j'ai beaucoup mentionné les bailleurs de fonds, la présence de l'AFD et les autres. Donc, si vous avez une solution de financement, par exemple un FASEP auprès du Trésor, c'est beaucoup plus facile à entrer ces marchés, à se positionner. Voilà. Après, pour certains secteurs ou certaines activités, vous pouvez également apporter du financement, du crédit acheteur, ce genre de choses, notamment à travers nos partenaires BPI France, qui est de plus en plus actif en Afrique, avec d'ailleurs des bureaux qui se développent sur place ou à travers des banques commerciales privées. Voilà. Mais effectivement, l'aspect financement est un sujet qui peut être important. Ça ne concerne pas tout le monde, mais certains projets ou certaines fournitures d'équipement notamment. Voilà. Et donc pour terminer, ce sera la dernière slide, une success story. Oui, donc Ubasola, on les a accompagnés il y a 5 ans et finalement, ils ont trouvé un bon partenaire et ils travaillent maintenant avec l'Université de Kenyatta. Ils ont mis en place un pôle d'excellence dédié à la formation technique photovoltaïque. C'était sous financement FASEP Innovation et ce pôle d'excellence est dédié aux professionnels kenyans et est-africains
pour le développement de la filière solaire au sein de l'établissement. C'est un succès aussi parce qu'il y a d'autres étapes à venir. Il y a mise en œuvre d'une centrale en cours solaire de 10 MW, puis d'une autre de 40 MW. Ce sont des ambitions de Solar au Kenya. Et pour le moment, ils sont en discussion avec les ministres, les agences publiques et les ministères kenyans pour les tarifs d'achat. Voilà. Très bien. Donc, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup. Merci beaucoup, Robert. On arrive à l'issue de la présentation. Il y a énormément d'autres success stories d'entreprises françaises accompagnées en Afrique subsaharienne sur l'ensemble de ces secteurs-là. Bon, c'est très variable. Vous avez vu, il y a énormément de projets, de domaines. Mais ça ne concerne pas uniquement les grosses entreprises. Il y a des PME, des ETI qui réussissent, avec notamment des solutions innovantes, puisque c'est de plus en plus recherché sur le marché africain. Voilà, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que notre collègue, alors je ne sais pas si c'est Philippe ou Christelle qui doit intervenir, mais on va peut-être d'abord prendre les questions, les éventuelles questions que vous pourriez avoir, avant de passer à la partie présentation, notamment du sommet Afrique-France. Alors, bonjour et merci pour toutes ces... Est-ce que la présentation sera accessible? Alors oui, la présentation sera diffusée aux participants. Tout à fait. On vous enverra la présentation. On pourra également compléter avec des fiches marché, mais là, on vous enverra plutôt le lien vers la plateforme des solutions ou vers les sites dédiés. Vous pouvez télécharger tout un tas de fiches marché qui récapitulent un peu tout ce qu'on vient de se dire, mais de manière plus précise par pays. Et puis, on vous enverra également l'agenda, la programmation Business France TFE Afrique subsaharienne. Il y a un certain nombre d'opérations collectives qui sont prévues cette année. Alors, pour la première partie de l'année, le premier semestre, ça sera un mélange de physique et de digital, puisqu'il y a certains pays d'Afrique dans lesquels on peut se déplacer relativement facilement, et c'est heureux. Mais il y en a d'autres, malheureusement, sur lesquels les contraintes de déplacement sont encore trop importantes. Donc, on bascule sur des formats digitaux qui fonctionnent plutôt pas mal. Mais on espère que qu'à l'été, à la rentrée, on pourra se déplacer correctement et là reprendre la prospection plus traditionnelle et qui est quand même plus intéressante. Pas d'autres questions? Alors désolé, on est obligé évidemment de passer vite. On ne peut pas rentrer dans le détail des sous-secteurs à chaque fois par pays. Comprenez bien, là, il y a beaucoup. Par contre, juste un complément, je l'ai dit tout à l'heure, mais évidemment, toutes les équipes ici. On pourra aussi peut-être renvoyer les organigrammes sectoriels, puisqu'on a une organisation géographique pays, mais on a aussi des experts sectoriels. D'ailleurs, Robert est un de nos experts sectoriels transversaux qui couvre, vous l'avez compris, plusieurs marchés en Afrique. On vous enverra l'organigramme et bien sûr, on est à votre entière disposition pour approfondir. Bon, mais... Igor, il n'y a pas d'autres questions. Il doit bien y avoir quelques questions quand même, c'est pas possible. De toute façon, ils peuvent revenir vers nous. Voilà, ils peuvent revenir vers nous à l'issue de ce webinaire. Donc, ou alors vous rapprocher vous aurez les organigrammes effectivement et plutôt peut-être vous rapprocher de votre conseiller international en région qui lui fera le lien avec l'ensemble de nos bureaux. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va laisser la parole à nos collègues du service événements spéciaux. Est-ce que c'est Philippe ou est-ce que c'est Christelle qui sont présents? C'est Philippe? C'est Philippe. Non, oui, c'est Philippe, bonjour. Ouais, Philippe. D'accord. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Je suppose que tu n'as rien à nous présenter, mais tu vas nous parler du sommet Afrique-France notamment? Je peux projeter un ou deux slides si vous le souhaitez. Comme tu veux. Si tu penses que c'est pertinent, pourquoi pas, mais sinon, oralement, ça ira très bien aussi. Comme tu veux. Oui, dans 2 minutes, oui. Alors, Ok. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que la connexion n'est pas très très bonne, visiblement.
C'est un peu haché, mais On vous entend. On t'entend, oui. Est-ce que c'est bon? Oui, alors je vais vous présenter très rapidement quelques éléments sur le sommet Afrique-France. C'est un rendez-vous important qui aura lieu donc la semaine du 4 juillet à Montpellier. Un événement donc, qui s'est monté à la demande de l'Élysée pour, je dirais, contribuer à la nouvelle relation avec le continent africain. L'année dernière, à Bordeaux, a été annulée, effectivement, pour cause de contexte sanitaire et pour des raisons diverses et variées. La ville de Montpellier a été choisie pour, je dirais, ce nouveau sommet avec un concept un petit peu différent. Est-ce que vous voyez, voilà, vous devez voir rapidement, je vous passe quelques slides qui sont très très succinctes. L'événement Nouveau Sommet Afrique-France, puisque c'est la dénomination officielle, donc se tiendra pendant une semaine complète à Montpellier avec des temps forts culturels, sportifs, économiques et effectivement un certain nombre de manifestations grand public à Montpellier. La manifestation qui nous intéresse, elle, nous, à Business France, c'est la journée du 8 juillet. Puisque le 8 juillet, vous avez donc le forum Choose Africa, qui est en fait le principal temps fort économique de la semaine. Donc c'est un événement qui aura lieu au Quorum de Montpellier et qui aura pour but non seulement donc sur une même unité de lieu et une unité de temps, donc le lieu, le Quorum de Montpellier et le temps, le 8 juillet pendant toute la journée, donc qui aura pour but à la fois de proposer des conférences et des ateliers pour le public, mais également des rendez-vous B2B. Et c'est en particulier sur ce volet-là que Business France a été mandaté par l'Élysée. Donc nous allons organiser des rendez-vous B2B qui seront gratuits grâce à une plateforme de matchmaking que nous utilisons au niveau de l'agence pour tous nos événements avec des besoins qui ont des besoins en termes de rendez-vous d'affaires. Et donc ce sont des rendez-vous qui s'organisent selon une expression de besoin. Donc une entreprise, qu'elle soit française ou africaine, demande un rendez-vous et il peut être accepté ou pas par l'autre partie. Actuellement, au niveau de la présence, alors compte tenu du contexte sanitaire, il y a bien évidemment encore une inconnue, mais l'idée c'est d'avoir à peu près en jauge maximale entre 1500 et 2000 personnes au niveau du quorum, dont évidemment la moitié d'entreprises africaines. Et sur cette moitié, donc par exemple 800-900 personnes africaines, il y en aurait entre 500 et 600 qui pourraient être financées directement par la partie française. Donc nous avons un travail en ce moment avec les équipes d'Axel Barou qui est je dirais, de valider la liste des invités avec un mix entre des entreprises de type start-up, donc des entrepreneurs africains, et des entreprises beaucoup plus importantes qui ont une surface business importante pour faire, qui sont aguerries déjà pour faire du commerce avec des entreprises françaises. Donc ça, c'est un travail que nous menons en ce moment. Ce qu'il devrait se passer la journée du 8, si on regarde ce synopsis sur le slide, c'est effectivement une série de conférences pendant la journée, des ateliers sectoriels et des tables rondes thématiques, et en parallèle des rencontres B2B à raison de créneaux de 30 minutes. Et donc les entreprises pourront choisir soit d'aller sur des ateliers sectoriels, soit de participer à des rendez-vous B2B. Au niveau des thématiques qui sont abordées lors des tables rondes, alors la partie table ronde est gérée par Proparco. La partie B2B est gérée par Business France. Alors nous travaillons de concert, mais a priori, c'est pour le moment l'organisation qui a été retenue. Sur les secteurs visés, vous voyez
que les secteurs que nous traitons aujourd'hui en webinaire, énergie, ville durable, sont largement traités et ont une bonne place, je dirais, dans les conférences. Alors, sur je reviens juste un petit peu sur le déroulé de la journée du 8, hein, pour ne pas être trop long. Actuellement, la communication globale sur le nouveau sommet Afrique-France n'a pas encore été réalisée. Pourquoi? Parce que le Quai d'Orsay, donc, qui pilote l'affaire avec un secrétariat général, vient de mettre en place son agence de communication. Donc, concrètement, cela veut dire que le site internet va être déployé au cours du mois d'avril. Donc, pour début mai, on devrait l'avoir. Et ensuite, il y aura la possibilité d'inscription via ce portail pour les entreprises françaises comme africaines, avec, pour nous, la validation en particulier des entreprises qui souhaitent du B2B. Ce que nous allons faire aussi avec la TFE Occitanie, avec notre directeur interrégional Gérard Petit, c'est que nous allons envoyer au niveau national, dès lors que cela sera possible, donc plutôt début mai pour les raisons de mise en place de la communication, comme je vous l'ai indiqué, un emailing national qui sera, je dirais, charté à la fois TFE et également Nouveau Sommet Afrique-France, que, évidemment, la TFE Occitanie pourra reprendre de manière globale avec l'ensemble des partenaires locaux, hein, puisqu'ils sont nombreux à vouloir participer à la visibilité sur ce sommet. Et la TFE Occitanie pourra effectivement aussi renvoyer ces éléments à tout le tissu d'entreprises effectivement de la région. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'organisation générale du sommet. Je crois que cet événement est connu évidemment en Occitanie, même s'il y a encore beaucoup d'attentes, puisque la communication n'est pas encore menée de manière très large. Il y a encore quelques incertitudes sur la réalité du programme, il y a encore l'inconnu du contexte sanitaire, mais globalement, voilà où on en est donc pour ce temps fort important de la relation Afrique-France qui aura lieu donc à Montpellier le 8 juillet. Voilà, donc nous sommes à votre disposition effectivement à Business France pour répondre à vos questions et bien entendu surtout vous accompagner pendant l'événement pour ces B2B qui seront à la fois sur une base de présentiel ou de digital, hein. C'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite rester en Afrique ou en France dans sa région, si elle ne se déplace pas, pourra a priori participer et avoir des rendez-vous B2B. Voilà mes quelques propos. Je te repasse la parole, Igor, pour des questions-réponses si c'est souhaité. Merci Philippe. Donc effectivement, bah oui, comme tu l'as rappelé, le sommet Afrique-France qui se tiendra à Montpellier sera un peu un temps fort de l'Afrique cette année en France. Et voilà, l'occasion de prendre connaissance des projets et de rencontrer d'éventuels clients ou futurs partenaires, surtout voilà, pour nos entreprises françaises qui souhaitent se développer en Afrique. Je ne sais pas si Axel, tu veux compléter ou quelqu'un d'autre a un commentaire à faire sur le sommet Afrique-France? Non, j'ai rien à ajouter. On a effectivement cet événement Afrique-France donc au mois de juillet. Je voulais aussi juste mentionner, donc Philippe l'a dit, hein, on attend encore la communication, les éléments de communication qui sont transmis par nos autorités, par le Quai d'Orsay. Je voulais juste mentionner également, et ce sera aussi un grand rendez-vous africain, Ambition Africa, qui se tiendra les 23 et 24 novembre à Paris. Donc, ça sera un peu plus tard. Voilà. Nous avons une question. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Savez-vous quand seront validées les listes d'invités pour ce sommet? Nous sommes en plein dedans, en plein dessus. Voilà, merci monsieur. Ça veut dire qu'on travaille aujourd'hui sur la. Alors on parle des invités, Alors moi je parle des invités africains. Hein, oui, je vais laisser Paris confirmer pour les invités français. Nous on travaille sur la sélection des entreprises africaines qui seront invitées avec l'ensemble des équipes de nos bureaux et l'ensemble de nos partenaires d'ailleurs. Hein, c'est pas un événement c'est pas une liste qui est pilotée par Business France uniquement. Hein, on travaille avec la BPI, avec Proparco, avec les postes diplomatiques, avec les services économiques et
essentiel pour nous est de pouvoir mettre en face des entreprises de France qui seront invitées au sommet, des gens avec qui un dialogue d'entreprise sera possible. C'est-à-dire clairement des discussions business. Mais encore une fois, on n'est pas les seuls à choisir les invités. Donc, on travaille dessus, on est en plein dedans actuellement. Ok, merci. Bon. Peut-être rappeler que si, effectivement, pour les Africains qui ne pourraient pas se déplacer physiquement à Montpellier, les rendez-vous auront lieu en visio. Alors. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Et Christelle rappelle que les inscriptions sont déjà ouvertes sur Ambition Africa. Pour ceux qui le souhaitent, merci de revenir vers nous. Ok, ben non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, le mot de la fin, un grand merci à tous. Et comme nous vous l'avons déjà précisé, si vous avez des questions ou besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, au revoir. Merci à tous. Ainsi s'achève le premier épisode. Et à demain pour ma part. À demain. Bonne journée à tous. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.